Ok, bonjour à tous et à toutes, c'est Vivi. On se retrouve pour l'épisode numéro 45 de notre aventure Faucon Millennium Star Wars, la maquette à construire. Et puis c'est parti pour une nouvelle vidéo, un nouveau dimanche en votre compagnie. Alors, épisode 45, fascicule 45, les pièces à droite. Je vous ai mis donc en haut ce qu'on avait alors vaguement fait à l'épisode dernier, donc savoir une seule tourelle sur les deux, puisque on avait fait celle-là. Celle-là avait déjà été faite auparavant, mais bon, bref, j'ai mis les deux histoire de rappeler un petit peu les choses. Et on avait également construit ce truc-là. Alors je sais plus le nom que ça porte, mais de toute façon, vous allez voir dans ce fascicule que on va. C'est con à dire, mais on va quasiment faire la même chose. Alors hormis les tourelles, que les puits de tourelles même, qui sont différents. Mais sinon sur ça va être quasiment identique, c'est même identique. C'est dommage, là, c'est un petit peu répétitif depuis quelques épisodes, je trouve. À chaque fois, on se retrouve avec les mêmes choses. Mais bon, c'est, je pense, nécessaire. Ça veut sûrement dire qu'on va bientôt passer une étape, à mon avis. Et de toute façon, on arrive bientôt au numéro 50. Donc, de toute façon, on arrive bientôt à moitié de la construction. Et ça paraît très logique que je pense qu'ils nous font préparer vraiment un max de choses avant vraiment un gros assemblage, à mon avis. Et normalement, donc, épisode 46, puisque moi j'ai tous les fascicules en avance, hein, j'ai checké un petit peu ce qui était prévu dedans, et normalement ça devrait vous plaire. Le numéro 46 devrait être riche un peu en rebondissements. Alors, pas en rebondissements, hein, c'est rien d'exceptionnel, mais en tout cas ça devrait être plutôt intéressant à visionner pour vous, je pense, plus que les épisodes passés. Bon, après voilà, dites-moi si ça vous plaît quand même, hein, parce que voilà. Mais je pense que oui, parce qu'il y a quand même quelques vues. Alors il n'y en a pas beaucoup hein, sur cette série, mais je m'en fiche. C'est des vues voilà, qui se font dans le temps. Moi l'idée c'est vraiment de vous montrer la maquette et puis point barre. Allez, on est parti, donc présentation du fascicule 45, je vous présenterai les pièces après. Donc ils nous ont glissé dans ce numéro un petit document là, comme à l'épisode dernier, donc voilà, hein, je vous le présente parce qu'il fait partie du fascicule, mais on s'en fiche un petit peu, c'était pour les histoires de boîtes, donc moi sachez que j'en ai deux qui sont quasiment complètes à ce jour, et de toute façon elle sera complète quand je serai au numéro 50. Et puis après on passera sur une troisième boîte, bien évidemment. Donc ça on le met de côté, on n'en a pas vraiment besoin dans cet épisode. Nous, ce qui nous importe, c'est le fascicule. Alors, fascicule 45, les droïdes vautours. Ok, ça marche. Droïde un peu particulier, mais bon, on va voir ça. Alors, le vaisseau, ses caractéristiques, droïde chasseur automatisé, chasseur de classe vautour. Donc, on a l'illustration ici. Véritable unité multifonction, ces droïdes très sophistiqués pouvaient être déployés à la fois en tant que chasseurs stellaires et sentinelles. Construites en plusieurs millions d'exemplaires, ces armes efficaces et évoluées furent largement utilisées à travers la galaxie avant et pendant la guerre des clones. D'accord. On nous dit quoi? Alors, spécification technique du chasseur stellaire de classe vautour. Alors, c'est un type droïde de combat autopropulsé à géométrie variable Mark 1. Longueur 3,50 m, donc tout petit vaisseau. Hauteur, profondeur 3,50 m, ok. Coque alliage d'aluminium non magnétique. Arsenal 4 canons blaster et 2 lance-torpilles à protons. Équipage un cerveau droïde intégré. Et enfin, carburant solide. 35 minutes de vol par recharge. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Donc apparemment, il fallait souvent les recharger. Bon, ok. Les droïdes vautours étaient déployés en essaim afin de frapper l'ennemi en vagues d'attaques successives, et ainsi déborder rapidement toute opposition. De cette façon, leur commandant n'avait pas besoin de se soucier de la faible autonomie de combat du chasseur. La bataille était finie en quelques minutes. Ah oui, d'accord, hein, le fait d'en mettre plusieurs, oui, ça arrivait d'un coup et... D'accord, ok. Oui, parce que c'est vrai qu'il n'est pas une grosse autonomie. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? J'espère que ça va pas trop décaler mes pièces. On a une portée limitée. Bien que rapide, maniable et très efficace, le vautour avait un défaut principal, son faible champ d'action. Les recharges de carburant solide, conçues pour maintenir la charge embarquée au minimum, ne permettaient au chasseur de voler que 35 minutes. Bah oui, je pense que c'est le point principal de ce truc. L'obligeant ainsi très souvent à être déployé depuis le vaisseau de contrôle droïde de classe Lucre-Hulk. Cela le privait d'un effet de surprise qui l'aurait rendu encore plus redoutable. Ben oui, forcément. Qu'avons-nous là? C'est encore lui du coup, c'est ce truc-là. Vaisseau de contrôle droïde. Les vautours pouvaient communiquer avec les droïdes de combat afin d'optimiser leurs actions sur le champ de bataille, même si les ordres principaux émanaient des énormes processeurs embarqués sur les vaisseaux de contrôle droïdes Lucre-Hulk. Ok, donc ici j'imagine.
je pense. Hein. Lorsqu'il ne volait pas, le droïde vautour pouvait se transformer en arsenal sur pattes, donc on l'a en illustration, et être déployé au sol en tant que sentinelle ou support de troupes. D'accord. Donc ils avaient deux fonctions, finalement. Fonction de marche et fonction de vol. Ok. Et qu'avons-nous sur cette dernière page ici? La bataille de Naboo, un talon d'Achille. Donc on y voit justement, à mon avis, les vaisseaux ici. D'accord. Alors on va pas lire vraiment ce qui est marqué. Si, la petite phrase rouge. Un escadron de droïdes vautours de la Fédération survole Tid, la capitale de Naboo. Ouais, donc c'est ce que je vous ai montré. Et en dessous, on a quoi? Tandis que les choix tactiques de proximité étaient gérés par le droïde vautour lui-même, les décisions stratégiques plus importantes émanaient du vaisseau de contrôle. Voilà, il rabâche un petit peu les choses. Ici, on a des illustrations, des croquis. Sur ces premiers croquis réalisés pour la menace fantôme O, on voit distinctement le cockpit de type chasseur TIE, destiné à recevoir le droïde pilote. Ok. Plus tard, c'est un design similaire à celui des chasseurs stellaires Jedi qui fut proposé centre-gauche. Ouais. Avant que le vaisseau de type soucoupe volante ne soit retenu durant la majeure partie de la pré-production. Donc ils ont terminé avec ça. Ils sont passés par ça et ça. D'accord, ok. C'est toujours intéressant après à savoir un petit peu comment ils ont fait ça. Allez, on passe à la deuxième partie de vidéo. Donc là, on revient sur notre Faucon Millenium et on voit ce que on nous propose. Alors, donc secret de vol, l'utilisation des modules de fret. Donc là, c'est vraiment sur le Faucon Millenium. La plupart des modules de fret sont de simples conteneurs scellés pouvant servir au transport de marchandises et être embarqués sur un remorqueur. Mais certains modules sont conçus pour se fixer sur la coque d'un vaisseau et servir de compartiment amovible ou encore pour augmenter la capacité d'un transporteur. Ben, je pense que dans le Faucon Millenium, c'est l'utilité qu'ils en ont justement. Alors, on a quoi? Donc une belle illustration en dessous, justement, je pense montrant un module de fret. Hein, j'imagine que c'est ça. Je pense. Comme tous les astroports de la galaxie, les mines d'épices de Kessel étaient jonchées de modules de fret, dont un était compatible avec un chargeur de VCX-100. L'équipage du Ghost utilisa celui-ci pour organiser le sauvetage d'un Wookiee lors d'une mission baptisée Ramassage 22. D'accord. Je vois pas trop de quoi il parle, mais bon. Ok, si on veut. Ici, les modules de fret du YT-1300. Donc là, on est bien sur le Faucon. Aussi longtemps qu'il dispose de la puissance nécessaire, des améliorations sont possibles. Un YT-1300 peut être équipé de modules de fret. Dans la configuration la plus populaire, ci-dessous, 5 conteneurs solides viennent se placer sur toute la partie supérieure de la coque, à l'exception du quart destiné à la soute d'accès au moteur et des couloirs latéraux. Donc on les a là. 5 conteneurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, représentés en bleu. On a juste une histoire de vue qui est différente, vue latérale et vue du dessus. Enfin, peut-être plutôt du dessous. Non, peut-être vue du dessus. Oh, je sais pas. Non, je pense qu'on est vue du dessous. Mais j'en suis pas sûr. Bon, c'est pas grave. Ok, et donc ici, voilà, ils pouvaient pas en mettre parce que tout simplement les moteurs. Les boucliers senseurs et batteries de canon doivent alors éventuellement être déplacés. Les modules se mettent en place et se retirent à l'aide d'un rayon tracteur et sont maintenus fermement en position par des verrous. Bien que le procédé soit plus long que le fait de charger le YT-1300 de façon conventionnelle, l'ajout de modules double quasiment la capacité du vaisseau et revient bien moins cher que d'en acheter un second. Scellés hermétiquement, mais dénués de système respiratoire, ces modules conviennent au transport de marchandises, mais ne peuvent embarquer les formes de vie conventionnelles. Bah oui. Donc apparemment, c'est pas très pratique de voler là-dedans, quoi. Mais c'est pas prévu pour, du coup. Ok, donc sur l'illustration, on nous explique un petit peu... Ah ouais, vue de dessus. Je cherchais ça, et donc vue de côté. J'avais un doute. Donc ça se met sur le dessus, d'accord. Donc on nous explique un petit peu tout ci, tout ça. Module bâbord arrière, avant, les verrous qui sont ici. D'accord. Et là on a un module central. Ouais, celui-ci. Ah oui d'accord, en fait ils les ont tous nommés. Ça marche. Bon, on en apprend guère plus. Passons. Enfin, on aura vu ça. Il nous reste une dernière chose à voir de ce côté-ci. Et ensuite on va passer donc à la présentation des pièces. Système de conteneurs modulaires. Alors, différents conteneurs modulaires existent
pour le transport de contenus spécifiques, solides, liquides, gaz, produits manufacturés ou matériaux dangereux. Bon, c'est un peu comme en vrai en fait. La gamme de systèmes de transport Xizor est unique et ajustable sur la plupart des transporteurs et des vaisseaux cargo. Ouais, donc là je pense qu'ils montent tous les types qui existent. Donc on va pas tous les faire. Ce sont des remorqueurs, ça. Ci-dessous servent au transport de divers modules de fret, ainsi qu'à l'aide à la manœuvre de navires plus gros et de structures spatiales. Un exemple bien connu est le porteur lourd construit par Patel Iron Works, qui est significativement plus gros que le remorqueur utilitaire de l'entreprise rivale Nicholas Gordon Space Works. Donc voilà, je vous invite à faire pause si vous voulez vraiment voir un petit peu tous les types de conteneurs. Alors, le fascicule est un peu plié, je m'excuse. Ça, c'est au problème des envois, des fois, en fait, les livreurs et puis ceux qui préparent, je pense, les commandes, ils se posent pas trop de questions, ils te foutent ça dans un carton et basta. Alors du coup, les fascicules arrivent des fois en mauvais état, mais bon, c'est pas bien grave. Ici, on a quoi en coulisses? L'origine des remorqueurs. Ok. Et ici, on a une grosse illustration. Alors, on l'a déjà vu, ce truc-là. Je crois. Le transporteur cargo Gallifrey GR75. Ah non, pas sûr. Est conçu pour transporter des modules de fret dans une coquille ouverte. Ah oui, effectivement, on les voit là. Utilisant un bouclier magnétique pour maintenir les modules en place au-dessous de l'appareil le long de sa dorsale rigide. Ouais, d'accord. Oui, mais il les charge dedans, quoi. Ok. Bon, bah c'est vu. On va passer du coup à notre construction. C'est ça qui nous importe, nous, le plus. Donc, c'est parti. Je vous présente les pièces sur la droite. Allez, c'est parti. Assemblage numéro 45, plaque de la coque. Les pièces suivantes. Ce numéro contient la dernière grosse pièce de la coque, ainsi qu'un ensemble mécanique complexe et d'autres pièces de détail pour la section arrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petites grappes avec des détails. Ça, c'est vrai, je confirme. En plus de finir l'assemblage, nous allons vous montrer comment utiliser de la peinture en bombe pour la première fois. Bon, moi je m'en fous, parce que je ne le fais pas. Ce n'est pas obligatoire, mais cela rendra votre modèle encore plus réaliste. Bah oui, mais tant pis. Tant pis. Alors, on y partit, liste des composants ici, pièce à droite. Alors, en 1, plaque de la coque BP30. Donc c'est la grande plaque qui est là-bas, apparemment la dernière pour la partie inférieure du coup. Normalement c'est ça. Ouais, on ne le dit pas, mais normalement c'est ça. Unité mécanique extérieure en 2, donc ça c'est la même chose que ce qu'on avait vu à l'épisode dernier, c'est exactement la même pièce, sauf qu'elle doit peut-être avoir pas le même sens. Mais ça on verra. 3, tuyaux de décoration, donc pareil, vous voyez on retrouve un peu les mêmes pièces. 4, renfort de décoration gauche, alors ce sont ces deux pièces-là, donc c'est celle-là, la gauche, celle qui est là. 5, renfort de décoration droite, donc celle d'à côté. 6, ailette extérieure, c'est celle-là. 7, boîtier extérieur, c'est le gros carré qui est là. 8, éléments de décoration 9 sur grappe, c'est cette première petite grappe-là, donc identique à ce qu'on avait pu voir dans l'épisode dernier. Et 9, éléments de décoration 9 sur grappe, cette grappe-ci. Voilà, toutes les pièces sont destinées au-dessous de la coque, c'est bien ça. Donc on est parti, on va voir ce que le numéro nous propose. Donc déjà 2 doubles pages à faire, et la dernière est noire. Donc du coup, on est pas mal. Donc cette vidéo va se passer donc en 2 temps, a priori. Donc première étape, je vais vous faire donc comme d'habitude un off pour construire l'unité mécanique. Donc c'est exactement la même chose qu'à l'épisode dernier. J'ai la grappe, j'ai le truc, et on doit se retrouver avec ça à l'arrivée. Sauf que comme je vous ai dit, peut-être qu'elle n'est pas dans le même sens, mais ça on verra. Donc je vais faire ça bien sûr en off dans un premier temps, je vais juste lire ça avec vous, mais de toute façon, je sais vaguement comment que ça se passe, il nous explique les numérotations, avec quel ordre il faut les coller. Vous voyez, il y a des petites différences, donc on va les lire, et ensuite on fera donc une deuxième partie de vidéo avec ajouter les détails du boîtier, mais ça on y verra après. Donc là nous on va déjà se concentrer sur la page de gauche. Alors, détail de l'unité mécanique. L'unité mécanique est quasiment une reproduction en miroir, voilà, de l'assemblage du numéro 44. Mais l'une des pièces est légèrement différente. Ah, donc il y a quand même une petite différence. Donc on nous dit laisser cette pièce sur la grappe pour le moment, on avait déjà eu le cas sur l'autre. Reportez-vous à ces 2 photos numérotées ainsi qu'aux instructions détaillées du numéro 44. Donc moi il va falloir que j'aille chercher le numéro 44, mais c'est pas grave. Pour installer les éléments de décor, les étapes 2 et 3 montrent comment ajuster la pièce 8. C'est elle apparemment qui a une différence, donc cette pièce-là. Comme précédemment, un des éléments de décor n'est pas utilisé.
car il chevauche 2 plaques après que celles-ci ont été assemblées. Laissez cette pièce sur la grappe pour éviter de la perdre ou de l'endommager. Ok, ça roule. Donc mes petits numéros en allant de 1 jusqu'à 8 du coup. Donc bien respecter l'ordre, ça je connais. On retire les pièces de la grappe et on les colle comme expliqué au numéro 44. La pièce 8 est différente de celle du numéro 44 et a un sens. Ah, c'est la fameuse pièce d'angle en plus. Voici comment s'ajuste la pièce 8. Ok, donc je prendrai ça en compte. Et enfin, on nous dit ici, une fois l'assemblage terminé, la pièce devrait être identique à l'image de droite. La photo ci-dessous montre la pièce sur le modèle réduit original utilisé pour le tournage du film. Mais ne peignez aucune des pièces pour le moment, d'autres pièces doivent encore être ajoutées après le positionnement de l'unité mécanique sur le reste de la coque. Et ben voilà les gens, donc moi ce que je fais, je vous fais donc une coupure vidéo, et puis je m'attelle donc à cette pièce-là, avec cette grappe-là, j'en ai assez normalement, et puis je vous retrouve tout simplement pour la suite avec le montage du boîtier. Allez, à tout à l'heure les amis. Allez les amis, on se retrouve. J'ai terminé donc de coller cette unité mécanique. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc bien sûr, on est quasiment sur la même pièce que l'autre, à l'identique. Voilà, juste ils ont dit effet miroir, effectivement. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis assez content du résultat. Alors c'est vraiment, en fait, elles sont pas totalement pareilles. C'est vrai que quand on les regarde bien, les pièces ne sont pas totalement les mêmes quand même. Je sais pas, il y a une petite différence là, notamment au niveau des espèces de cheminées là. Là, on peut voir qu'elles sont beaucoup plus écartées que là. Alors bon, il y a quand même des différences. Je le note. Et puis ouais, c'est juste effet miroir. Puis donc la pièce là, la fameuse qui était plus compliquée, la petite pièce 8, elle est là. Et là, c'est vrai que c'est pas du tout la même. Donc il y aura certainement une utilité de toute façon. Donc on se retrouve du coup avec 2 unités mécaniques complètes, donc c'est nickel. Ça, c'est la fameuse pièce qui me reste de la grappe. Donc je vais bien sûr la mettre de côté avec sa sœur jumelle du numéro 44. Et puis on est bon, donc on a bien un truc comme eux. Donc c'est tip top. Allez, on tourne le fascicule, dernière page. Je vais mettre ça donc en haut. Voilà, comme ça. Et on voit ce qu'il faut faire pour la suite. Alors, ajoutez les détails du boîtier. Donc le boîtier, c'est cette pièce-là. Donc c'est de celle-ci qu'on va parler dans cet épisode. Il y a 9 éléments de décor pour le boîtier, mais seulement 5 doivent être placés comme montré ci-dessous, avant que le boîtier ne soit fixé sur la coque. Donc sur cette grappe-là, on va utiliser apparemment que 5 éléments, qui sont numérotés donc ici en rouge. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça marche, on a une pièce ici qui est bizarroïde, mais bon, apparemment on l'utilise pas pour le moment. Donc on est parti pour les étapes. Je vais faire donc comme l'autre, je vais vous faire en off tout ci. Comme ça, moi j'ai le temps de vraiment prendre le temps de coller, parce que sinon ça me prend des fois... là, ça peut bien me prendre encore un quart d'heure, 20 minutes, donc c'est beaucoup trop long après pour la vidéo. Et puis je vous montre le résultat de toute façon à l'arrivée. Donc étape 1, on me dit détacher les pièces dont vous avez besoin et laisser les autres sur la grappe. Ouais. Coller la pièce 1 dans le trou indiqué, donc ici, en faisant correspondre les bords plats de la pièce de son emplacement. 3, coller la pièce 3 dans ces 2 trous. Ok, donc ici. Coller la pièce 2 dans ce trou en faisant correspondre les bords plats de la pièce de son emplacement. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué. Coller la pièce 4 dans ces 2 trous. Ok. Coller la pièce 5 dans cette encoche. D'accord. Et enfin, étape 7, appuyer la pièce 5 contre la surface. Ouais, et donc on a ça à l'arrivée. Voici à quoi doit ressembler le boîtier fini. Les trous restants sont destinés à recevoir les autres éléments du décor une fois que la pièce aura été placée sur la coque. Celle-ci se place en position centrale, comme le montre la photo du modèle original sur la page précédente. Alors, comment ça? Sur la page précédente. Ah oui, ici. D'accord, ok, ça marche. Bon c'est vu. Et allez les amis, recoupure, et puis je vous remontre ça, et puis on clôturera la vidéo à l'issue de ce montage. Allez à toutes. Et hop là, voilà encore une pièce de terminée. Allez, je vous retrouve donc pour la dernière partie de cette vidéo. Donc pour vous montrer un petit peu le résultat de ce boîtier. Donc voici ce que ça peut donner, un petit peu plus en détail. Donc j'ai collé toutes les pièces qui étaient nécessaires. La plus dure à mettre, c'est celle-là, sans vous mentir, parce que finalement, l'encoche qui propose pour la coller dessus, alors c'est pas que ça va mal, c'est juste qu'il y a un bon jeu dessus quand même. Et du coup, c'est pas facile de forcément la mettre droite. Voilà. Donc ma foi, j'ai fait au mieux, ça me paraît pas mal.
J'espère que ce sera bon. Alors, je peux toujours la décoller à l'avenir si je vois que ça va pas, mais je pense que ça devrait aller. J'ai peut-être même un léger décalage, mais alors il est vraiment léger, hein. J'arrive même pas vraiment à le voir. Bon, on va voir si ça le fait, sinon le reste c'est bon. Le reste se colle plutôt bien. Donc on verra du coup à l'avenir ce qu'on nous demande de faire avec ça. Mais de toute façon, j'imagine les placer à certains endroits des coques. Donc c'est pareil, la grappe, il reste encore des choses dessus. Donc je vais la mettre également de côté avec les autres. Et puis on va se laisser ici avec tout ce petit montage qui est effectué. Donc voilà, c'est la fin du fascicule 45, hein. On est sur une page noire en dernier lieu, donc on est bon. Voilà les compagnies, on se retrouve donc dimanche prochain pour l'épisode 46, qui normalement, voilà, je vous ai dit, sera normalement pour vous plus intéressant. En tout cas, on devrait voir une évolution de la maquette. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que pour le moment, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de petites choses à droite à gauche, on a monté beaucoup de choses. Moi, je me retrouve, je vous dis, avec beaucoup de trucs commencés, mais voilà, qui sont là, qui attendent. Ça prend énormément de place. Donc, à partir de l'épisode prochain, j'ose imaginer qu'on va commencer à faire un peu de place, et tant mieux. Parce que voilà, j'en ai un carton là sur mon canapé qui est plein, j'ai des trucs au bout de la table, enfin bref. Donc voilà, ça va faire du bien de faire un peu de rangement, ça va me faire de la place moi. Mais on aura, j'imagine, de toute façon d'autres pièces qui vont arriver par la suite à monter. Et ben voilà, sur ce les amis, bon visionnage, et je vous dis donc à dimanche prochain pour le numéro 46 de cette maquette, le Faucon Millenium de Star Wars. Allez, salut tout le monde!